master généraliste d'ISM Paris Summeca. C'est un Executive Master of Engineering. Vous verrez, on dit EME dans notre jargon maintenant. Bon, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir répondu à cette invitation. Compte tenu du Covid-19, nous sommes tous en visioconférence. Aucune de nos salles n'étant ouverte pour l'instant. Nous préférons la prudence et gérer le risque par l'abstention. Je me présente, je suis Jean-Michel Brissot, je suis le président de la CAF, la Compagnie académique de formation, qui est le partenaire d'ISM Paris dans le déploiement de ces formations diplômantes sur le continent africain, mais aussi en Europe et maintenant le reste du monde. Le directeur d'ISM Paris Executive Education, le professeur Alain Rivière, me demande de l'excuser car retenu par ailleurs. Il ne pourra donc être avec nous ce soir. J'en profite pour remercier les représentants de tous nos partenaires présents ce soir. Pas encore tous, j'ai vu, mais il ne devrait pas tarder. Alors, quelques mots sur ISM Paris. ISM Paris, Summeca, est une grande école d'ingénieurs française publique. Elle a été créée il y a plus de 70 ans, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, comme école d'application de la plus prestigieuse des grandes écoles françaises d'ingénieurs, l'école polytechnique. Au départ, spécialisée dans l'environnement, elle est devenue la référence française et internationale en ingénierie mécanique, les voitures, mais aussi les avions et l'aérospatiale. Confrontée à un monde industriel de plus en plus complexe, elle a dû élargir ses compétences et c'est ainsi que Summeca a par exemple été à l'origine du logiciel CATIA pour lequel Dassault Systèmes a été créé en 1981 et qui permet de traiter la 3D, on va dire, dynamique dans tous les domaines et désormais maintenant partout dans le monde. Avec son département ISM Paris Executive Education, cette grande école poursuit son évolution généraliste et propose des masters d'excellence sous un format initialement imaginé et développé par notre institution, CAF, les EME, les Executive Masters of Engineering. Nous sommes d'ailleurs très fiers qu'ISM Paris Summeca, et particulièrement le professeur Alain Rivière, alors directeur général, nous ait fait confiance, comme l'avait fait avant elle certaines grandes écoles françaises comme Euromed, Kedge Business School et EM Lyon Business School. Alors, c'est quoi un EME? Un EME, c'est un master, suivant les normes LMD. C'est le diplôme d'ISM Paris Summeca. Il n'y a donc pas de co-diplomation. Si vous êtes recruté, vous serez auditeur uniquement d'ISM Paris, comme si vous aviez fait cette formation à Paris, à Summeca, Saint-Ouen. Mais par-delà le diplôme, le plus important pour nous, c'est l'acquisition de votre savoir-faire. L'acquisition de vraies compétences, mais aussi le développement d'un certain savoir-être. C'est notre véritable objectif avec les directions pédagogiques. Nous voulons que nos diplômés soient en capacité à accéder rapidement aux plus hautes fonctions dans les entreprises, les institutions, que ce soit dans votre pays ou ailleurs. À la sortie, vous devrez atteindre le niveau d'excellence internationale. Vous l'avez déduit, on n'achète pas un diplôme chez nous. Ce n'est pas parce que vous payez votre formation que vous serez diplômé. Pour être diplômé, vous devrez atteindre le niveau exigé. Vous serez alors véritablement un maître ingénieur, titulaire d'un Executive Master of Engineering. Maître, pourquoi maître ingénieur? Maître, parce que vous serez diplômé d'un master, et à ce titre-là, vous maîtriserez, on l'espère, les compétences qui y sont attachées. Ingénieur, car vous aurez acquis les méthodes de l'ingénieur. Par exemple, vous ne vous satisferez plus d'une seule solution à un problème. Vous en exigerez plusieurs pour faire un choix ou donner un choix. Ou encore, vous deviendrez humble.
parce que vous aurez pu apprécier tout ce que vous ne savez pas. Que le monde et le mode des certitudes, des sachant tout, sera bien loin derrière vous. Notre caractéristique de l'esprit ingénieur, c'est que nous voulons que vous ayez en sortant cet esprit ingénieur. Vous serez en mesure de voir, de situer une problématique, puis de la placer dans son contexte. De proposer plusieurs solutions, je le répète, mais c'est très important, de convaincre, et que vous sachiez convaincre de votre choix, et bien sûr, vous soyez en capacité de mettre en œuvre la solution qui aura été choisie. Vous comprendrez aussi rapidement l'intérêt et la nécessité du travail à plusieurs devant l'importance des sujets à traiter. Vous serez certes maître de votre art, on l'espère, c'est-à-dire que plus personne, ou presque, ne sera en capacité d'être au-dessus de vous dans cet art, pas très loin. Mais en contrepartie, vous serez responsable de vos décisions. C'est pour cela qu'un bon maître ingénieur, c'est s'entourer et c'est travailler en groupe. Vous l'aurez compris aussi, pendant cette formation, vous travaillerez à la fois en autonomie et souvent en groupe. Comment se déroule la formation? Vous allez alterner le travail en autonomie depuis chez vous et le travail en groupe dans la salle dédiée. Alors, pendant le Covid, vous le ferez à distance. Les EME sont divisés en modules indépendants qui eux-mêmes sont divisés en 3 grandes phases. Chaque module, donc, a 3 phases. Une première phase pendant laquelle vous allez travailler sur la plateforme pédagogique e-Learn. Vous disposerez des cours, vous disposerez de tests, de quiz, pour que vous puissiez vérifier votre bonne compréhension du cours. L'objectif est de réussir complètement ces tests. Pour cela, vous pourrez en faire autant que vous voulez. Il s'agit que vous arriviez à l'obtention, à obtenir la meilleure note, la note maximale. Nos niveaux d'exigence à ce niveau-là sont très importants. Vous ne serez pas pénalisé par le nombre d'essais que vous ferez. Donc c'est très important de bien comprendre que ce que nous allons rechercher dans ce travail en autonomie, c'est que vous vous autotestiez, que vous vérifiez grâce aux tests qui vous sont mis en place, quiz, etc., que vous avez bien compris. Donc vous allez faire des allers-retours entre les tests et les cours et les propositions qui vous sont donnés sur la plateforme, mais vous allez pouvoir vous organiser pour le faire pendant cette première phase, tous les jours, etc. Mais aussi, vous pourrez avoir accès à toutes les informations, vous pouvez le refaire, etc. Notre objectif, c'est pas que vous arriviez à avoir une moyenne. L'objectif, c'est que vous arriviez à avoir 100% à tous les tests, que vous soyez sûr d'avoir bien compris la totalité de votre transmission du savoir et savoir-faire que les professeurs ont préparé. Cette première phase est très importante pour nous. Elle va vous amener à réussir les 2 autres phases, que sont le séminaire. Le séminaire, il se déroule pendant le week-end, dans la salle dédiée, bien sûr pendant le Covid, on travaille à distance, mais c'est dans le même principe. Vous travaillerez en groupe, et la plupart du temps, quasi-totalité des cas, du temps, sur un cas réel ou adapté. C'est-à-dire que vous n'allez pas travailler que sur de la théorie, vous allez mettre en pratique ce que le module vous aura apporté au niveau théorique et entraînement et exercice. Enfin, quelques jours plus tard, ça tarde pas, hein, donc quelques jours plus tard, vous aurez un examen qui se déroulera là aussi en salle dédiée et en soirée, c'est-à-dire à 18h GMT. À 18h GMT, par exemple pour
pour votre promotion, c'est habituellement le mardi. Donc, vous avez le samedi ou le dimanche le séminaire, et le mardi, vous êtes évalué. C'est l'évaluation académique. Hein, c'est un master, c'est un diplôme, donc il faut absolument avoir ces évaluations-là complémentaires et individuelles. C'est ce que vous aurez à faire. Alors, quelles sont les singularités des EME? Je ne vais pas parler, mais je vais poursuivre. Les executive Master of Engineering, quelles sont les principales singularités? En fait, vous travaillerez sur un seul module à la fois, sauf pour le module anglais, mais c'est une autre chose, c'est important, mais il travaille, lui, sur 6 mois. Vous serez évalué, et ça c'est très important de l'entendre, vous serez évalué sur votre assiduité, sur le travail que vous fournirez, et bien sûr sur la compréhension et vos savoir-faire acquis. Donc vous voyez, je vous le répète, hein, nous, ce qui nous importe, c'est que vous soyez assidus, que vous fournissiez du travail, et derrière, naturellement, on va vérifier que vous avez acquis vos savoir-faire, mais l'important est donc l'annotation tient compte de tout cela. Lors de vos tests, des séminaires, des examens, vous avez droit, et ça c'est très important, c'est une autre singularité, vous n'avez pas l'habitude, vous aurez droit à toutes vos ressources pédagogiques. Ça veut dire que vous avez droit aux cours, vous avez droit à vos anciens exercices que vous avez faits, vos quiz, vos essais, etc. Vous avez droit à tout ce que vous avez travaillé. Nous ne travaillons donc pas sur votre mémorisation, nous allons travailler sur votre intelligence, votre manière d'arriver à bien assimiler les savoir-faire et les savoirs qui vous sont transmis. Par contre, vous en doutez bien, lors des évaluations, nous serons intransigeants. C'est-à-dire qu'aucune communication, sous quelque forme que ce soit, avec autrui, ne sera autorisée. Hein, nous rappelons, vous êtes comme dans la vie active. Hein, dans la vie active, vous avez un problème à gérer, ben vous allez reprendre toutes vos informations et tout ce qui est à disposition, voire des conseils extérieurs qui vont venir vous donner de l'information ou des conseils. Ben là, nous c'est pareil, vous avez droit à tout pour résoudre les problèmes et les examens qui vous sont soumis. Autre singularité, la présence au séminaire et aux examens est donc obligatoire. Vous l'avez bien vu, vous êtes complètement libre pendant, on va dire, la plupart du temps, puisque vous pouvez organiser votre agenda comme vous le voulez pour prendre partie du temps, mais nous sommes intransigeants sur la présence lors des séminaires et des examens. Aucune excuse n'est acceptée et n'est possible. En termes clairs, ben, ceux qui sont absents, ils sont pas. Alors, ceux qui sont absents sans justificatif, ils risquent de ne pas être acceptés en rattrapage. Donc, il vaut mieux avoir un justificatif, même si vous avez 0, mais il vaut mieux que vous donniez votre justificatif. Je vous donne ça en explication, hein, c'est très simple. C'est un vrai diplôme et il faut que vous soyez bien clair avec vous-même. On n'est pas là pour avoir un papier, mais un savoir-faire. Donc nous, on va être sûr que vous l'avez. Et ce savoir, et que vous l'avez compris. Alors, naturellement, pour ceux qui, avec un justificatif, naturellement, ne peuvent se rendre dans la salle, quand il y a la salle ouverte, ou participer à un examen ou un séminaire, même à distance, quand ils ne peuvent pas se rendre à la salle, nous vous mettons à disposition ce que vous allez utiliser, c'est-à-dire un dispositif spécial qui vous permet de participer à la fois au séminaire et de passer les examens de là où vous vous trouvez. Par exemple, si vous êtes en mission à l'étranger, vous pouvez toujours poursuivre votre formation. Bien entendu, pour que vous puissiez vous organiser, dès la rentrée, vous aurez un calendrier très précis avec toutes les dates à libérer depuis la formation du début à la fin. Donc, à vous de prévoir et d'organiser les différentes dates. C'est pas beaucoup sur 15 mois, hein, c'est grosso modo une douzaine de dates pour les séminaires et une douzaine de dates entre 11 et 12 pour les examens. Donc, c'est pas grand-chose sur 15 mois. Et donc,
même si vous preniez une demi-journée ou une journée de congé, préparez-la, hein, si vous travaillez, de manière à ne pas hériter d'un zéro qui serait dommageable. Enfin, derrière, il y a un module très important qui est une caractéristique propre d'IFM Paris Cinéca, c'est le module projet. Il est très important pour votre master, très important. Il pèse 30 crédits sur les 90 de votre diplomation. Vous aurez à traiter en groupe un projet issu d'une problématique réelle, et cela sur 5-6 mois. Vous aurez un rapport de projet, bien sûr, à fournir, et chaque groupe devra faire une présentation du poster, c'est-à-dire très très rapide, le 15e mois, le dernier mois, bien sûr, de l'EM. Bien entendu, si vous n'avez pas réussi un module, puisque le système LMD, c'est oui-non, hein, vous avez les crédits, si vous avez la moyenne, ce qui est demandé comme objectif pédagogique, ou vous avez zéro. Donc, naturellement, on propose, avant le jury, une session de rattrapage pour tous ceux qui n'ont pas réussi certains modules. Voilà comment nous fonctionne. Et donc, ensuite, il y a le jury. Et si, malgré les rattrapages, vous n'avez pas réussi, et le jury constate que vous n'avez pas les crédits nécessaires, vous aurez droit à repasser les modules, mais l'entière de tous les modules que vous avez ratés l'année dans la promotion suivante. Je précise une chose importante, ces rattrapages, avant comme après, ne sont pas payants, ils sont gratuits. Je rappelle, et ils le sont à partir du moment, naturellement, que vous avez participé au rattrapage, et que vous avez eu des excuses quand vous n'avez pas pu participer, c'est avec des justificatifs. Bien sûr, on ne peut pas continuer à faire des rattrapages si on ne vient pas à l'un, c'est normal, et dans ce cas-là, vous êtes gentiment remercié. Par contre, si vous travaillez, nous serons toujours là jusqu'à ce que vous arriviez à être diplômé et que vous arriviez à combler les lacunes qui vous restent encore d'après votre direction pédagogique. C'est important pour nous. On veut que vous réussissiez, mais on ne veut pas que vous réussissiez pour avoir un diplôme, on veut que vous réussissiez pour avoir un savoir-faire. Voilà. Alors, pour finir, quelques modalités pratiques pour les candidatures, mais le docteur Annie Katzin vous sera là en troisième partie de cette présentation pour répondre à toutes vos questions là-dessus. Donc, je ne vais pas m'étendre comment ça fonctionne, vous avez tout lu ce qu'il fallait, et s'il le faut, elle vous rappellera comment ça fonctionne, mais vous devez candidater, bien entendu, si vous candidatez, alors on a fait un process Covid parce que en solidarité, tout le monde, donc on a fait des facilités financières pour pouvoir que vous pouvez candidater sans avoir payé les frais de dossier tout de suite. Vous pouvez les payer plus tard. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, du coup, ne perdez pas trop de temps de manière à présenter votre dossier. Vous le faites en ligne. Derrière, il y a un jury qui se réunit quasiment tous les jours et qui donc traitera de vos dossiers de manière à ce que vous ayez la réponse le plus rapidement possible. La rentrée est prévue le 7 octobre. Je rappelle que les frais de scolarité, les frais de dossier sont de 30 € et les frais de scolarité de cette EME sont de 2 745 €. Voilà. Ensuite, voilà, juste, je suis dans le timing. Je voudrais revenir, avant de finir mon intervention, sur un point particulier, mais à mes yeux important. Si vous êtes admis, vous allez bénéficier d'une formation de niveau exceptionnel. Grâce tout d'abord à une équipe pédagogique passionnée, bien sûr, mais et un environnement dévoué. Cette chance de pouvoir bénéficier de la science, de cette science qu'ils ont, qui est merveilleuse, de cette équipe pédagogique, je vous demande de bien en profiter et surtout de ne pas la gâcher. Elle est rare.
En plus, je vais vous dire un secret pour moi, ce master, il est exceptionnel. Par la qualité de son programme, je viens de le dire, la qualité de son équipe pédagogique, mais aussi car elle vous procurera des outils que peu de personnes maîtrisent et qui devraient vous permettre de résoudre des problématiques à la fois passionnantes et d'une grande complexité. Le professeur Chollet, qui va vous parler ensuite, et ses collègues ont fait un travail considérable pour vous permettre, en fait, de traiter de la complexité sans avoir besoin d'être un spécialiste scientifique. C'est pas simple d'arriver à vous faire acquérir des outils traitant de la complexité sans utiliser tous les outils mathématiques dont ils pourront faire usage et en trouvant d'autres manières de faire en termes clairs. Et, enfin, je vais dire, faire une petite parabole. En fait, l'objectif, c'est que vous soyez un pilote de Formule 1 et pas le concepteur du moteur. D'accord? Donc, eux, ils savent concevoir un moteur, toute votre équipe pédagogique, mais derrière, ce qu'ils veulent, c'est que vous sachiez tirer le maximum des capacités de votre Formule 1. Voilà, qui vous mettent à disposition. Et ça leur a demandé énormément de travail parce que c'est pas simple de dire simplement des choses complexes. Ça s'appelle la simplicité et je crois qu'ils ont vraiment réussi. Alors, pour moi, c'est une vraie réussite ce master. C'est un master exceptionnel. C'est sûrement le plus beau des masters que j'ai eu à promouvoir. C'est une véritable fierté pour moi-même, et je le sais, je peux parler pour lui, pour le professeur Rivière, d'avoir réussi, avec l'équipe pédagogique bien entendu, ce formidable challenge. Vous savez, l'actualité est toujours cruelle, et particulièrement cette crise Covid que nous vivons, car vous avez dû vous en rendre compte, elle a mis en avant l'énorme manque de personnes, de cadres supérieurs, capables de traiter correctement la complexité qu'elle a provoquée et mis au devant de la scène. Alors j'espère que vous saurez profiter de cette magnifique opportunité avec cette EME, cet Executive Master of Engineering, et que vous saurez devenir les leaders de demain. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à l'éminent professeur Jean-Luc Chollet, qui est le directeur de la recherche d'IHM Paris Submeca et directeur et concepteur de ce master. Voilà, Jean-Yves, je te laisse la parole. C'est bon là? On m'entend? On t'entend. Merci Jean-Michel. Oui, effectivement, avant de partager un fichier, je crois que je peux partager un fichier depuis... oui, c'est ça. Avant de partager un fichier pour vous expliquer ce qu'on va vous proposer, dans les grandes lignes. Hein. Effectivement, l'actualité, comme l'a dit Jean-Michel Brissot, nous renvoie dans la figure le fait que on a des gens qui sont forts en thème, en maths, en physique ou autre, mais quand il s'agit de gérer des systèmes complexes, on s'aperçoit que les outils qui ont été enseignés dans certaines écoles ne conviennent pas. Les modèles ne conviennent pas. Et ça, c'est à faire. Et ça va... Il y a la crise du Covid qui le montre, mais il y a aussi... vous prenez l'exemple de Boeing actuellement qui est incapable de refaire voler des avions. On l'a vu tristement en Afrique. Pourquoi hein voilà, on se retrouve avec face à une complexité que l'être humain ne sait pas gérer s'il n'est pas un minimum armé avec la bonne boîte à outils donc, et avec le minimum de méthodologie nécessaire. Voilà. Alors, à partir de là, moi, je vais illustrer ça avec le contenu qu'on va vous proposer pendant les 15 mois. Il y a 12 mois plus 3 mois. Alors, si je ne me trompe pas, voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon document?
Oui, oui, on te voit. On le voit. C'est bon? Alors, vous le voyez en plein écran ou pas? Non? Non, mais c'est bon comme ça. On va pas chercher plus loin. Donc, le master, on l'a appelé master généraliste. Bon, se cache derrière ce mot généraliste, gestion de la complexité. Voilà. Généraliste parce qu'on ne souhaite pas que vous soyez. Il n'y a pas que de prérequis d'être un scientifique avec de grandes connaissances en mathématiques, en physique, en chimie. On est là face à quelque chose qui devrait être presque une philosophie pour la conception de quoi que ce soit. On va vous apprendre à gérer cette complexité. Alors, pour passer à la suite, voilà. Donc, objectif global de la formation généraliste, donc, comme vous pouvez le lire, c'est on a en ingénierie, par exemple, quand vous concevez un avion, quand vous concevez une pompe à insuline, quand vous concevez un drone ou un véhicule autonome, vous appliquez une certaine méthode et certains outils. Et on s'aperçoit que ces méthodes et outils sont applicables à quasiment tous les domaines. On reviendra tout à l'heure dessus, mais quasiment tous les domaines peuvent être traités, tous les problèmes de tous les domaines peuvent être traités avec ces démarches d'ingénierie. Et donc, ce qu'on veut, c'est vous donner cette démarche d'ingénierie structurante pour répondre à un besoin. Donc, ça va se décomposer en 4 volets. D'abord, savoir spécifier. C'est-à-dire, en fait, c'est simplement exprimer formellement. Alors, quand je dis formellement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté, un besoin. On va spécifier formellement un besoin. C'est-à-dire qu'on va pas simplement exprimer sur le coin d'une table ce que l'on veut. On va apprendre à l'aide de modèles, à cerner notre besoin et à faire en sorte qu'il soit bien compris par toutes les parties prenantes. C'est-à-dire toutes les personnes qui vont participer à sa conception, qui vont l'utiliser, qui vont le fabriquer, qui vont le mettre en œuvre, qui vont le maintenir toute sa vie. Ce système, ça peut être un système agricole, ça peut être un système bancaire, ça peut être un système portuaire, ça peut être une voiture, c'est ce que vous voulez. Ensuite, une fois qu'on aura spécifié, c'est-à-dire qu'on aura défini les exigences, le cahier des charges si vous voulez, mais pas sous forme simplement d'une liste d'exigences, sous forme de modèle. On va ensuite essayer de définir la structure du système ou du dispositif qui va permettre de répondre à ce besoin. Donc on va proposer des solutions architecturales qui sont des solutions qui peuvent être fonctionnelles, c'est-à-dire qu'on a des fonctions à réaliser, ou et des architectures qui sont à base de composants ou d'équipements ou de sous-ensembles logiciels ou autres. D'accord? Voilà. Et une fois qu'on aura donc mis en place une structure ou plusieurs structures concurrentes qui répondent a priori aux besoins qu'on a exprimés en le spécifiant, on passe à la phase 3. On va essayer de définir, de déterminer le comportement de ce système que l'on vient d'inventer, de manière à vérifier qu'il répond bien aux besoins, mais cette fois-ci de manière quantifiée. Donc on va modéliser le système, et ensuite, une fois qu'on aura modélisé le système, avec différents types d'outils informatiques, différents types de langages, on pourra simuler. Et c'est ces simulations qui nous amèneront à dire oui, c'est bien ou c'est moins bien, ou telle solution on la retient, telle autre on ne la retient pas. Voilà. Et la quatrième partie est une partie complémentaire, je dirais, d'apporter des outils supplémentaires pour mieux gérer la complexité. On va en particulier faire un peu de management de projet, parce que quelque part se cache derrière tout ça le fait que de toute façon, on est face à un projet. Ce projet, ça peut être une création ex nihilo, on part de rien. Ça peut être aussi, on a un existant. Je prends une installation portuaire, généralement elle est existante, et puis on va la modifier pour la rendre plus efficace, pour faire en sorte que on ait moins de pertes, de choses comme ça. Donc,
on va justement faire de la gestion, faire un peu de gestion de management de projet, traiter un certain nombre de types de complexité, en prenant en compte toutes les contraintes que l'on a à notre époque. Et les contraintes que l'on a actuellement, c'est énergie nouvelle source d'énergie renouvelable, c'est développement durable, c'est comment je dirais, digitalisation de tout autour de nous dans notre vie. Tout devient numérique. Et je ne vais pas marquer là, mais c'est évident que ça joue. Et d'ailleurs, de toute façon, l'ensemble du master s'appuie sur des outils numériques. Alors, on va faire des choses à la main, hein, mais de toute façon, tout ce qu'on fait peut être numérisé et sera porté par des outils numériques. Mais en plus, les systèmes que l'on conçoit, que ça aille de la banque à l'automobile, à l'avion, en passant par les systèmes médicaux, sont éminemment numérisés maintenant. On a aussi le problème de réindustrialisation dans tous les pays. Alors la France, c'est criant, mais je pense qu'en Afrique, vous avez également des zones industrielles, enfin des pans de l'industrie qu'il faut créer, qu'il faut réindustrialiser, qu'il faut voilà. Donc l'objectif, il est là. Okay, donc 4 phases. Savoir spécifier, c'est-à-dire définir le besoin via un cahier des charges, mais pas simplement une liste d'exigences, un vrai modèle. Ensuite, trouver l'architecture du système qui convient, ou les architectures potentielles, à la fois avec des fonctions, des composants, des choses comme ça. Déterminer le comportement de ce système en simulant avec des modèles, et ensuite prendre tout cet ensemble-là dans le bon sens, de manière à pouvoir le gérer convenablement avec un peu de management de projet et en tenant compte des contraintes actuelles. Voilà. Je continue. Voilà. Quelques exemples de systèmes. Bon, il y a le secteur aéronautique, avion de ligne. Bon, actuellement, c'est un secteur qui est un petit peu sinistré avec la crise du Covid, et on voit bien que c'est un système très très complexe. Et en fait, les avionneurs, ceux qui fabriquent des avions, sont bien en peine de savoir quel est le bon schéma, la bonne formule pour l'avenir. On a eu une période où on pensait aux gros avions, gros porteurs. Maintenant, on s'aperçoit que finalement, on prend un bon Airbus A320 et on lui met des réservoirs supplémentaires et il va beaucoup plus loin et il est plus agile. Bon, voilà. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Le secteur ferroviaire, un peu partout dans le monde, on commence à s'apercevoir que finalement, le train, c'est pas si mal que ça pour transporter des marchandises et également des voyageurs. Donc, partout, il y a des pays qui sont très en retard. Un des pays les plus en retard au niveau du transport de voyageurs, c'est les États-Unis. Bon, ils sont en pôle position pour les marchandises, mais pas pour le transport de passagers. Les Chinois, c'est l'inverse. Voilà, donc faut essayer de. Voilà, on voit bien que face à la problématique de transporter des personnes de manière massive sans consommer énormément d'énergie, le ferroviaire, c'est pas mal. Mais quand on regarde comment chaque pays a mis en place des solutions, on se dit qu'il y a de la diversité et que les choix se font en fonction du besoin qui a été exprimé et du contexte. Le contexte dans lequel ça a été fait. Et ça, on le modélisera également. Tout de toute façon sera modélisé. Le secteur maritime, il est évident que gérer, là j'ai mis une image en bas à droite, gérer une installation portuaire, par exemple, avec des conteneurs, bon, on sent bien que faut pas s'en mêler les pinceaux, quoi. Il y a quelque chose d'assez sympathique à étudier là-dessus. Le secteur automobile, bon, là il n'y a rien de nouveau, hein, mais il y a une mobilité à réinventer pour rendre les villes respirables actuellement, tout en autorisant les véhicules à un peu circuler. Le secteur spatial, j'en donnerai d'autres à la fin, hein. Le secteur spatial, mais derrière, là je l'ai pas marqué, mais vous avez aussi tout le secteur, toute l'agriculture. Hein, si je prends un champ avec son système d'irrigation, enfin des champs avec des systèmes d'irrigation, des rizières et autres, c'est un système, c'est très complexe et ça nécessite quand même de voir comment on conçoit les systèmes d'irrigation. Euh, voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a les serres aussi.
Ouais, bah, je l'avais mis après, voilà. Donc, les systèmes de services. Donc, tout ce qui est Internet, télécommunications, système bancaire et financier, l'assurance, les systèmes de santé publique, les services de l'État, l'impôt, la collecte de l'impôt, le calcul de l'impôt. Évident, tout ça. Alors, les systèmes de production, distribution et recyclage aussi, très important. On peut produire aussi bien des avions que des boîtes de conserve, hein. C'est tout aussi complexe. Alors, c'est pas la même complexité du produit, mais savoir bien le gérer, bien produire, bien distribuer, c'est pas évident. Les systèmes énergétiques, ben, là actuellement, c'est un nœud, hein, c'est un point clé qui euh, qui fait partie du contexte de tous les systèmes qu'on peut produire. À partir du moment où vous êtes, par exemple, sur de la télécommunication ou de l'Internet, vous avez besoin de data centers. Les data centers, comment vous les alimentez, comment vous faites en sorte qu'ils ne consomment pas trop et que vous puissiez récupérer toute cette énergie qui est perdue en échauffement des composants électroniques. Tout ça, ça fait partie de cette complexité. Tous les systèmes de la terre et du vivant, donc le système agricole, j'en ai parlé, l'élevage, tout ce qui est organisme vivant, système extrêmement complexe, tout ça, on peut le traiter avec ce qu'on va vous faire. Un des systèmes que j'aime bien citer, je reviendrai dessus tout à l'heure, c'est par exemple la pompe à insuline, un petit dispositif que vous mettez sur la personne qui a une déficience et qui est diabétique. Bon, bah en fait, on est sur un système humain qui est interfacé avec un système, moi j'appelle ça mécatronique, hein, mais c'est un petit système qui a une très grande complexité parce qu'il faut à la fois mesurer des grandeurs physiques sur la personne, physico-chimiques, il faut pouvoir lui injecter quelque chose à la bonne dose au bon moment, il faut pouvoir prendre de l'énergie sur l'être humain pour ne pas avoir besoin de piles, c'est ce vers quoi on va actuellement, c'est-à-dire que vous pouvez quasiment avec 3 patchs, un patch pour pomper de l'énergie à l'être humain, un patch pour mesurer une glycémie, un patch pour injecter l'insuline, et avec ça, ben, vous pouvez rééquilibrer la santé d'une personne. Je trouve ça extraordinaire. Mais ça se conçoit pas comme ça sur un coin de table. Donc il faut de la méthode, il faut des outils. Alors, les scénarios qu'on va utiliser pendant la formation, j'en ai quelques-uns que je cite ici, mais vous verrez, l'équipe qui... Je suis pas seul dans ce master, loin s'en faut, je suis presque même au second rang, hein, par rapport à mes collègues. Mais en fait, on a développé un certain nombre de scénarios. Là, c'est pas exhaustif du tout, puisqu'au fur et à mesure qu'on a monté le master, on s'est aperçu qu'il y avait des scénarios qui étaient plus euh, qui étaient plus adaptés pour expliquer certains aspects de notre formation. Donc j'ai pas tout là, hein, mais on va utiliser un système de drone qui est utilisé en Afrique pour distribuer du matériel médical, un système médical. C'est la pompe à insuline, je vous en ai parlé. Un système de production, c'est la photo qui est au milieu de mon transparent. C'est de la production là de parfums, vite mise en flacon. Le système bancaire, au début, je trouvais pas ça extraordinaire à étudier. Et puis j'ai une collègue qui a quand même monté des petits exercices à ce propos-là, et on s'est aperçu qu'il y avait des choses assez intéressantes à faire. Les systèmes agricoles, alors là, par contre, il y a plein de choses à faire. C'est super intéressant. Quand vous avez une serre et que vous voulez maîtriser la température, l'hygrométrie, qu'est-ce qu'il y a d'autre, et qu'il va falloir le maîtriser avec du chauffage, de l'ensoleillement, un arrosage. Bon, il y a plein de choses plein de paramètres, quelques actionneurs, quelques éléments qui vont permettre de modifier l'environnement dans la serre. Là non plus, c'est pas simple. Un système logistique, ça peut être par exemple la fameuse installation portuaire dont je parlais tout à l'heure. Alors, qui va intervenir dans ce master? En fait, bon, moi je suis professeur à SUPMECA et j'ai monté progressivement au fur et à mesure des années là une équipe avec qui je travaille
en ingénierie système, ingénierie des systèmes mécatroniques et des systèmes multiphysiques. Donc plusieurs physiques mélangées, plusieurs domaines comme la mécanique, l'électronique. Et dans cette équipe, ben, on trouve Olivia Penas, qui est ingénieur de recherche à SUPMECA et qui a son habilitation à diriger des recherches. On trouve Faïda Meni, qui est maître de conférence à SUPMECA, moi-même, professeur à SUPMECA, Tierno Diallo, qui lui est une personne qui est arrivée l'année dernière et qui effectivement est aussi maître de conférence à SUPMECA et qui a donné son dernier module la semaine dernière. Monsef Hamadi, qui est également maître de conférence, et Régis Plateau, qui est maître de conférence. Alors pourquoi autant de personnes? En fait, parce que tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, très honnêtement, moi je maîtrise absolument pas tout. Hein, j'ai une vision globale. Il y a certains points sur lesquels je pousse au niveau de ma recherche et de mon enseignement. Et puis les autres, j'ai des collègues qui sont très performants dessus. Donc, par exemple, Monsef, lui, il va être très fort en multiphysique. Tierno, lui, il va être très fort en gestion de projet, par exemple. Et moi, je vais plutôt être sur de la robustesse, Faïda sur de la sûreté et de l'ingénierie système. Olivia, elle va être l'architecture avec Régis Plateau aussi. Voilà. Et tous, on est imprégnés, imprégnés de cette démarche que l'on fait évoluer chaque année, parce que chaque année, comme on est une équipe de recherche, on évolue, on voit des thèses faites par d'autres personnes, on encadre des doctorants avec des industriels, on s'aperçoit qu'on est passé à côté de certaines choses, on découvre des nouveautés et on essaye de les intégrer dans nos enseignements. Donc de toute façon, il est évident que les supports qu'on a faits, qui sont lourds, hein, on a des centaines de transparents. C'est impressionnant, on s'est impressionné nous-mêmes. Ça fait un peu peur d'ailleurs aussi. Mais on va en modifier quelques-uns parce que voilà, on est en feedback, hein, il y a des choses qui sont moins bien passées que d'autres. Il y a des nouveautés à ajouter. Et puis j'espère que ça vous plaira. Voilà. Alors, pour terminer, et ce qui est en dehors des transparents, il faut savoir que le menu de ces 12 mois de cours qui seront suivis par le projet, savoir spécifier, ça se décompose en trois sous-thèmes, qui est tout ce qui est méthodologie, tout ce qui est ingénierie système basé sur les modèles. On va beaucoup travailler avec les modèles, on va modéliser. Parfois, on n'ira pas plus loin que modéliser parce que ça sert à rien. Ce sont des modèles qui permettent de communiquer et parfois, ce sont des modèles qui permettent de simuler. Les architectures système, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est quand on cherche des architectures. Il y a deux types d'architecture et ça, il y a plein de gens, c'est très difficile, il y a plein de gens qui passent complètement à côté. C'est ce côté savoir quelles sont les fonctions que doit assurer le système. Et ensuite, se dire, mais quels sont les éléments physiques ou pas, ou sous forme logicielle, qui vont réaliser ces fonctions. Pour tout ce qui est modélisation, simulation, on parlera de système, de multidisciplinarité et de robustesse. Et puis, pour tout ce qui est gestion de la complexité, en plus de ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de la gestion de projet, il y aura du développement durable. Je dois dire honnêtement que cette année, on est passé un petit peu à côté, mais on se récupérera l'année prochaine. Voilà. Mais ça va se faire dans les projets pour cette année, et l'année prochaine, ça sera réintégré dans le cours. Voilà un petit peu où on en est. Voilà, donc je suis à votre écoute pour répondre à vos questions. Je pense que c'est comme ça qu'il faut procéder. Tout à fait, professeur. Donc déjà, merci, professeur, pour votre présentation. Merci à vous aussi, monsieur Brissot. Donc, nous allons prendre les questions qui sont relatives aux aspects pédagogiques de votre formation pour que le professeur puisse y répondre et qu'on puisse ensuite délibérer.
Et moi, je continuerai avec vous sur les questions administratives et financières. Pour ce faire, Docteur, vous utilisez le docteur, chat. Oui, Daniel. Oui, nous ne vous entendons pas très bien. Allô, c'est mieux? Un peu mieux, oui. Alors, je disais donc, après avoir remercié le professeur et M. Brissot, que nous allons d'abord prendre les questions liées à la pédagogie, de sorte que le professeur puisse y répondre. Et puis, lorsqu'il partira, moi, je continuerai avec vous sur les questions administratives et financières. Alors, ce que je recommande de faire, c'est que tous nous ayons recours au chat. Tout le monde a recours au chat. Vous regardez au bas de votre écran, si vous êtes sur votre ordinateur, vous verrez le chat et vous pourrez écrire vos questions et nous les relayerons au professeur. Excusez-moi. Voilà, donc vous écrivez les questions dans le chat et puis nous allons les relayer au professeur pour un souci de bonne organisation et qu'il n'y ait pas de bruit de fond avec les micros qui s'ouvrent. Donc tout le monde garde son micro fermé et vous posez les questions via le chat. Merci. ok, donc allez-y. Alors, la première question que nous avons n'est pas tout à fait directement liée à la pédagogie, elle a trait à la reconnaissance du diplôme. Euh, je pourrais bien y répondre plus tard. Donc, je souhaiterais que si vous avez des questions liées à la pédagogie par rapport à la présentation du professeur, si vous voulez avoir plus d'éclaircissements ou d'informations sur certains aspects, il faut y aller maintenant. Et puis, lorsque le professeur va se retirer, je pourrai vous répondre sur tous ces aspects. Alors, quel outil sera utilisé en management de projet, professeur? Alors là, je peux même pas vous le dire. Je sais pas ce que Tierno a utilisé, mais ça dépend. Je peux pas vous dire à l'avance. On va suivre au fur et à mesure dans l'année. On va regarder un peu quel est l'outil le plus adapté et on choisira. Voilà. Pour l'instant, non, ça c'est pas bon. Il y a le Gantt, il y a tout ce que vous voulez pour gérer un projet, mais pour l'instant, on n'a pas encore arrêté. C'est pas arrêté pour l'an prochain, quoi. D'autres questions? Alors, en fait, ce même prospect rebondit sur la question en proposant un outil qui s'appelle Sherpa, qu'il estime qu'il serait très utile d'introduire. Je pense que, bon, le professeur a répondu à la question. Comme il a dit, au fur et à mesure de l'avancée des cours, ils aviseront sur les outils qui seront adéquats pour vous dans cette formation. Voilà. En fait, on, on- on va essayer de trouver l'outil qui est le plus adapté à notre démarche. Je suis pas certain qu'actuellement on ait forcément trouvé l'outil le plus adapté à la démarche qu'on vous propose. Mais c'est quelque chose on va débriefer tous ensemble au niveau de l'équipe pour voir un petit peu où on en est. Mais parce que vous allez voir la démarche, ne vous arrêtez pas à la gestion de projet pour l'instant. Je pense que c'est pas ça, ça existe déjà. Il y a plein de gens qui font de la gestion de projet, qui font du management de projet. Il y a, par contre, la démarche, je dirais système, le penser système, est bien, à mon sens, plus important dans ce master. Et c'est applicable à tous les niveaux de votre vie. C'est dans votre travail, dans votre vie tous les jours. D'accord. Vous avez, c'est vraiment un mode de pensée. Après, quand on est dedans, on n'y pense plus, on ne voit plus. Mais moi, j'ai mon fils, encore une fois, récemment, là, qui me disait, mais il a eu son prof de sciences de l'ingénieur et il me dit, bon, c'est incroyable, il pense comme toi, donc il a le même mode de fonctionnement, quoi. Donc à un moment donné, ça déforme, hein, mais ça permet quand même de voir les choses différemment, de manière moins superficielle. Ouais, de manière nettement moins superficielle. Ouais, c'est ça.
Alors, d'autres questions? J'ai une question sur comment accéder à la formation. Nous y reviendrons tout à l'heure. Est-ce que nous avons d'autres questions, donc des questions destinées aux professeurs? En tout cas, je ne sais pas pour vous tous dans quel domaine vous travaillez. Vous avez certainement des domaines de travail qui sont différents les uns des autres. Hein, je sais que nous, on avait des personnes dans le groupe qu'on a eu cette année qui étaient à la fois dans des organismes qui étaient plutôt dans de la gestion, dans par exemple la banque, l'assurance, hein, ou ça allait jusqu'à l'agriculture. Euh, Ce qui est assez incroyable, c'est de voir que les mêmes démarches peuvent s'appliquer à des problèmes aussi différents. Et en fait, c'est que caché derrière tous ces systèmes qui paraissent tellement différents, il y a des concepts qu'on peut faire ressortir et qu'on peut maîtriser pour mieux, pour améliorer. Par exemple, c'est quand on voit le système bancaire actuel, on a de quoi s'arracher les cheveux, quoi. Il y a tellement à faire pour le faire évoluer. Voilà. Euh, L'agriculture, je reprends cet exemple-là parce qu'il m'a pas mal marqué. Je trouve que là aussi, on a des pertes, on a des pertes de rendement, on a des méthodes qui sont pas très bonnes à certains moments. Et faut pas tout. On cherche pas à automatiser, on cherche à faire en sorte qu'on comprenne mieux ce que l'on fait pour atteindre le besoin pour répondre au besoin qui a été imaginé. Je vous donne un exemple. Oui, il y a des questions? Oui, il y a des questions, si vous permettez. Allez-y alors. Oui. Alors, l'un des prospects aimerait savoir s'il y aura des ateliers pratiques qui seront proposés en séminaire par rapport aux situations, par exemple, que vous présentez relativement à l'agriculture, la praticité des séminaires. Oui, alors dans les séminaires, on va prendre un scénario. Donc, comment se passe un module? Il y a 12 modules. Un module, ben, en fait, il se déroule avec du cours. Donc, on avance du cours avec des éléments de cours, des petits exercices. euh, et puis, à un moment donné, on fait le séminaire où on prend un scénario. Alors, pour vous donner une idée, hein, un scénario, on a pris une serre, on a pris un système bancaire, on a pris un drone, on a eu d'autres scénarios, on a eu le scénario Covid. Eh ouais, on a traité le Covid, la manière de gérer une pandémie. Euh, voilà, et à chaque fois, on a utilisé des outils numériques auxquels vous pourrez accéder, que vous pourrez utiliser, et qui permettent de manière très pratique, en petits groupes, d'essayer de résoudre les problèmes qu'on vous pose. Donc oui, il y aura ce côté pratique, sur des Alors, bien concrets. d'accord. J'ai une seconde question sur les institutions pour lesquelles pourrait servir un auditeur formé au généraliste, quelqu'un qui a fait cette formation de généraliste. Est-ce qu'il y a des institutions particulières ou des domaines particuliers dans lesquels il devrait exercer? Moi, je crois pas parce qu'en fait, imaginons qu'aujourd'hui vous ayez un métier et que dans un an ou deux vous changiez de métier. Je pense que la formation que vous allez suivre là, elle sera transposable directement à l'autre métier. Alors les institutions, ça peut être des grosses organisations comme un système postal. J'ai pas pensé tout à l'heure, c'est tous les exemples que je vous ai donnés. Ça peut être de la fabrication, hein, où on fabrique, on produit quelque chose. Ça peut être des usines de mise en bouteille, de mise en boîte, de fabrication alimentaire. Ça peut être la gestion d'une installation portuaire, comme je le disais tout à l'heure, d'une flotte de véhicules, une flotte de taxis par exemple. Comment vous gérez ça? Voilà. Euh, Avec les moyens modernes, hein, je veux dire, hein, et pas forcément en passant par Uber. Donc ouais, il y a plein de choses. En fait, je n'y vois pas de vraies limites. D'accord? C'est une démarche qui découle de ce qui s'est fait au milieu du XXe siècle, qui s'appelait la systémique,
et qui a largement évolué avec les programmes spatiaux américains qui ont mis en place un certain nombre d'outils, de méthodes, et puis qui s'est amélioré au fur du temps, au fur et à mesure que le temps a passé. Il y a eu une belle rupture dans ces méthodes parce que elles étaient les méthodes étaient mal outillées. Et puis, dans ce 20e siècle, 21e siècle, on a des outils informatiques maintenant qui sont formidables et qui permettent vraiment de faire de l'analyse système, de la gestion de la complexité des systèmes, bien mieux qu'il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, ou il y a 50 ans. Donc non, j'ai pas de métier particulier à citer. Franchement, non. L'un des participants a eu comme l'impression que le programme de la formation n'est pas complet parce qu'il est perpétuellement en changement puisque vous le remettez à jour au fur et à mesure de l'avancée des choses. Un programme qui est entièrement défini ou qui continue d'évoluer. Non, c'est le programme, il est bien clair. Hein, les 4 étapes sont toujours les mêmes. Hein. Savoir spécifier, savoir structurer, savoir simuler et modéliser et simuler, et savoir gérer cette complexité. Donc ça reste les fondamentaux. À l'intérieur de chacun des modules, là il y a il va y avoir des petites évolutions à la marge. D'accord ? Probablement des évolutions dans le sens où on va peut-être mieux articuler certains modules avec d'autres. Même si on a fait cet effort-là cette année, on sait qu'il y a des progrès à faire là-dessus. Vous en profiterez parce que vous serez la 2e promotion et il est évident que la première promotion, elle a essuyé des plâtres. Hein, il y a des choses qui sont très bien passées, mais on n'est pas allé aussi loin qu'on aurait pu le vouloir, on aurait pu le faire. Bon, c'est comme ça, hein, ils partent quand même avec un bagage qui est énorme par rapport à ce qu'ils avaient quand ils sont arrivés au début de la formation. Donc non, le programme, il va pas évoluer non plus. C'est dans les détails, hein. C'est dans les détails. Il y a des choses que l'on va revoir. Si je prends par exemple la sûreté de fonctionnement, on va peut-être introduire un outil. Si je prends, parce qu'on peut le faire à la main, mais on peut le faire aussi avec un outil. Cette année, on l'a pas fait avec un outil, là, on le fera avec un outil. Bon, je pense que il y a quelques outils nouveaux qui peuvent apparaître, mais encore une fois, c'est pas fondamental. Ça permettra juste de faire peut-être plus de pratique. Voilà. Alors, pour l'heure, j'ai pas de questions nouvelles vous concernant la pédagogie, j'ai pas de questions nouvelles. Je vous entends mal. Je disais que pour l'heure, j'ai pas de questions nouvelles. J'essaie de voir si on a de nouvelles questions, pas encore, sauf une question en rapport avec le fait de savoir si le master est dans le système ECTS. Voilà, est-ce que ce master s'inscrit dans le système des ECTS? Là, je suis bien en peine pour vous répondre. Jean-Michel. Oui, je réponds. Oui, je suis là. Oui, je vous réponds. Il y a cette question, il y a une autre qui est posée, que j'ai vue là, sur le chat, qui demandait si c'était une université publique ou privée. Alors, ECTS, oui, puisque nous sommes sous le système LMD, donc c'est le système de crédit. Et c'est le S'il vous plaît, on ne vous reçoit pas très bien, s'il vous plaît. Allô, vous m'entendez là? Oui, là, c'est mieux, monsieur. Voilà, c'est le temps de... Voilà, de la synchronisation. Voilà, donc, premier élément, oui, les ECTS, ce sont des crédits, hein, ce que nous appelons un crédit, on est sous le système LMD, donc oui, on travaille avec cela, ça veut dire que chaque module a un nombre de crédits qui lui sont affectés, et l'intérêt, c'est aussi que, appliquant ce modèle-là, vous avez les crédits, vous les gardez par module. C'est quelque chose que vous pouvez capitaliser.
Voilà. Ça, c'est le premier élément. J'ai vu qu'il y avait une autre question, donc j'en profite tant que j'ai la main, qui demandait si l'université, donc il était Paris Sumeka, était publique ou privée. Elle est publique, c'est un établissement public. Voilà pour la réponse, public français, bien sûr. Voilà. Voilà, là, j'en profitais, puisque j'ai vu sur le chat cette demande. Je réponds là-dessus. D'abord, je voudrais, puisque effectivement, je crois que l'exposé du professeur Chollet a été parfait et modeste, mais moi je le répète, c'est vraiment un master formidable, puisqu'il a cet avantage de nous faire mieux comprendre le monde et surtout de ne pas rester, je dirais, sous domination. On a l'impression qu'avec ce savoir-là, vous pouvez vous libérer et libérer aussi les institutions pour lesquelles vous allez travailler ou les entreprises pour lesquelles vous allez travailler. Et effectivement, je le rejoins tout à fait lorsqu'il dit qu'il n'y a pas d'entreprise particulière ou d'institution particulière. La complexité, elle est partout. Encore plus dans notre monde qui a été mondialisé. Avant, on disait on va vers la mondialisation. On y est. Donc, on y est. Et maintenant, il y a un retour. Eh bien, le fait de changer d'un modèle qui était mondialisé à un modèle qui le sera moins va augmenter ou changer la complexité. Je ne sais pas si elle va augmenter, si on peut la quantifier et lui donner un élément là-dessus, mais c'est sûr que ça va la changer, cette complexité. Des champs énormes vont voir le jour. Il parlait du changement au niveau des véhicules, etc., mais en lien avec le système énergétique, en lien avec le système de protection de l'environnement, en lien avec pas mal d'autres éléments, et qui font que, à partir de ce moment-là, peut-être que des personnes qui seront formées grâce au professeur Chollet pourront éviter des écueils ou des pensées uniques qui fleurissent. Parce que, par exemple, si on veut ne pas avoir de pollution, mais le plus simple, c'est d'empêcher les véhicules de rouler. Ah, c'est peut-être pas si sûr que ça. Peut-être pas aussi peut-être pas aussi simple que ça. Et je vais vous donner une petite anecdote parce que celle-là m'a marqué. Parce qu'on a mis, professeur Chollet a commencé à réfléchir à ce master il y a quelque temps. Il m'a donné un exemple formidable. L'exemple de Boeing, d'un avion que vous avez entendu, un certain avion qui était tombé et c'était pas un attentat, c'était. Et j'aimerais bien qu'il vous raconte là en 2 phrases la raison pour laquelle et qu'est-ce qui s'est passé que normalement, j'espère que quelqu'un formé dans ce master permettra peut-être d'éviter à l'avenir, parce qu'effectivement, ça te semblait, Jean-Yves, un exemple flagrant de la mauvaise interprétation des systèmes de système. Tu veux parler du 737 MAX, c'est ça? Exactement. Oui, mais c'est malheureux d'avoir cité un tel exemple, mais pardon. clairement, c'est parti de quoi? C'est parti d'un problème économique. Vous avez deux grands avionneurs au monde. Vous avez d'un côté Boeing, de l'autre côté Airbus. Airbus a un avion qui marche bien, monte des nouveaux moteurs dessus, qui sont des moteurs plus économiques. Oh là, c'est bien. Donc Boeing se dit, ah mince, je prends les mêmes moteurs, je les mets sur mon avion pour concurrencer Airbus. Ah, pas de chance, les moteurs passent pas bien physiquement en 3D. D'accord, ils prennent trop de place et ils sont pas équilibrés de la même manière d'un point de vue centre de gravité que les anciens moteurs sur le Boeing 737. Donc, à la demande des commerciaux qui veulent concurrencer Airbus, ils demandent quand même à leurs équipes d'ingénieurs de faire en sorte que ces moteurs puissent se monter sur cet appareil. Ce qui fait que cet appareil, il est naturellement instable dans certaines phases de vol. Alors que normalement, un avion de ligne, vous coupez les moteurs, il est stable. Mais là, c'est pas le cas. Il est légèrement instable. Alors, on va mettre un patch, on va mettre quelque chose en place, qui est un système qui vient se plaquer sur le système de pilotage automatique. Je schématise, et qui va prendre en compte
un capteur, j'ai bien dit un capteur, qui sert normalement à corriger l'assiette de l'avion, à mesurer l'assiette de l'avion, c'est-à-dire comment l'avion est orienté par rapport à sa ligne de vol. Et ce capteur, c'est une petite ailette qui dépasse à l'extérieur. Généralement, sur les avions, vous en avez 4, 2 à gauche, 2 à droite. Il suffit que ce petit capteur qui a été choisi pour le patch soit heurté par un oiseau ou qu'il soit bloqué par de la glace ou des choses comme ça pour que vous ayez une mauvaise information. C'est comme ça que vous avez eu un système pour une raison économique avec une volonté commerciale qui a poussé les ingénieurs à faire quelque chose qui n'allait pas bien. On en est arrivé à faire un avion instable que l'on corrige avec un système mal conçu parce qu'on n'utilise qu'un seul capteur. Or, il y en a déjà 4 sur l'avion. Pourquoi n'ont-ils pas utilisé les 4 capteurs? S'il y avait, avec 4 capteurs, vous pouvez décider s'il y en a un des 4 qui est pas bon ou pas. Voilà, vous pouvez faire un vote, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Ils ne l'ont même pas fait. Mais le pire, c'est que dans cette histoire-là, ils sont même allés jusqu'à être autorisés à faire voler leur avion sans le faire certifier. Ils ont fait de l'auto-certification puisque l'autorité américaine FAA leur a donné blanc-seing pour faire voler leur avion. Donc, vous avez, et en plus, alors on rajoute, mais les pilotes n'étaient même pas au courant de l'installation de ce système dans l'appareil et ne savaient même pas comment le désactiver. Vous imaginez bien qu'à partir du moment où le système est défectueux parce qu'il a une mauvaise information et qu'il envoie, il essaye de redresser l'appareil qui pourtant vole bien, ben les pilotes sont perdus et c'est comme ça qu'ils ont maintenant des centaines d'avions qui sont cloués au sol et moi je vous parie qu'ils ne revoleront jamais. Ces avions ne voleront pas parce qu'en fait il n'y a plus aucune compagnie qui a envie de les acheter, de les garder, même s'ils les modifient. Et puis moi je vais vous dire une chose, si on me dit bah tiens tu vas monter dans un 737 Max, voilà, je sais que par nature il est instable, je ne vais pas monter dedans. Mais voilà, ça c'est des choses qu'il faut savoir éviter. Et ça on peut l'éviter en faisant une analyse un peu plus honnête des choses avec les démarches qu'on va vous donner. Ce sont des démarches qui permettent d'améliorer, ce sont des démarches qui permettent de créer et qui permettent de justifier tout. À un moment donné, je dis, je mets un capteur. Je prends dans ma boucle un seul capteur. Eh bien, avec la démarche que j'aurai, je pourrai tracer pour voir si je réponds aux exigences. Et je verrai que j'ai un problème. Je suis sur un avion, donc si le capteur lâche, mon avion lâche. Donc ça, vous pouvez le voir avec la démarche qu'on va vous donner. Ils l'ont pas fait. Bon, voilà. Donc vous avez toute une entreprise, toute une industrie américaine qui est mal en point à cause de ça. En fait, c'est à la fois une philosophie. Enfin, on en arrive là. Je pense que quelque part, c'est une démarche philosophique d'analyse des systèmes. C'est une démarche qui est systématique. C'est une démarche qui est formelle. Vous pouvez formaliser les choses. Formaliser, ça veut dire A plus B égale C. Mais vous ne l'avez pas fait mathématiquement, vous l'avez fait avec d'autres choses. Mais c'est formel. Ça veut dire que si vous modifiez un paramètre, vous voyez tout de suite sur quoi quels sont ses impacts. Donc, et c'est applicable à tout. Voilà, moi, c'est applicable à. Vous avez envie de monter une étagère, ben c'est applicable à vos montages d'étagères. Voilà. Vous avez votre fils ou votre fille qui veut faire des études, elle se pose la question de quoi choisir, eh ben c'est applicable. Je suis désolé. Voilà. Et puis vous avez envie de monter une entreprise, vous avez envie d'améliorer ou de détecter des défaillances dans le système de le fonctionnement systémique de votre entreprise, vous allez pouvoir l'utiliser. Alors après, ça va pas vous paraître évident sur le coup, mais je pense qu'au bout des 12 mois et des 15 mois, vous verrez les choses. Mais c'est par strates, hein, c'est par couches progressives que ça rentre. C'est compliqué, hein. Ouais. Ok. Merci beaucoup, professeur, pour ce partage. Oui, il y a des informations qui sont peut-être tristes, mais qui sont quand même intéressantes à savoir. Oui, mais c'est très triste, quoi, parce qu'on se pose toujours la question pourquoi on fait des pas en arrière, quoi. C'est impressionnant, quoi. Vraiment. Ouais. Alors, pour l'heure, donc depuis la dernière question sur le fait de savoir si ISM Paris
une école privée ou publique. Nous n'avons plus de questions en rapport avec le professeur. Donc, s'il n'y en a plus, je voudrais bien vous remercier. Je fais peut-être un petit tour. S'il n'y a plus de questions pédagogiques, on va remercier le professeur et lui permettre de se retirer pour que je puisse répondre aux questions liées aux aspects financiers et administratifs de votre formation. En tout cas, merci à tous d'avoir participé ce soir à cette séance. Voilà, réfléchissez-y. J'espère vous avoir expliqué les tenants et les aboutissants de ce module. Merci à l'équipe CAF également. Merci à vous, professeur. On le dit pas suffisamment, mais merci beaucoup. Voilà. Merci Jean-Luc. Merci. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, professeur. Alors, Merci beaucoup. comme je le disais, j'ai eu plutôt quelques questions liées à quelques aspects pratiques de la formation, notamment sur comment accéder à la formation. Alors, l'un d'entre vous a voulu savoir comment est-ce qu'il est possible d'accéder à cette formation. C'est un diplôme de niveau Bac plus 5. Pour y accéder, vous avez deux options différentes. Donc, la première, vous y accédez directement à partir d'un diplôme de niveau Bac plus 4. Donc, vous êtes titulaire d'un Bac plus 4. Vous voulez candidater pour l'EME généraliste. Il n'est pas du tout réservé à une catégorie particulière de personnes ayant fait une discipline particulière. Non, il est ouvert à tous. Le format qui a été mis en place fait qu'il est ouvert à tous les profils. Donc, vous pouvez, oui, candidater pour cette formation en accès direct à partir d'un niveau Bac plus 4. Si vous avez fait votre formation dans l'espace CAMES, votre diplôme doit être reconnu par les instances de cette juridiction. Si vous avez fait votre formation, donc obtenu votre Bac plus 4 dans un espace autre que l'espace CAMES, là également, il n'y a pas de problème. Il faut juste que le diplôme acquis ou le niveau Bac plus 4 acquis soit acquis dans un établissement qui est reconnu par les instances qui régissent les formations dans le pays où vous avez fait votre formation. Donc, voilà tout. Au-delà de ça, vous avez la possibilité, donc au-delà de cet accès, vous avez la possibilité de candidater en VAP. La VAP, c'est la validation des acquis professionnels. Il s'agit de prendre en compte, par exemple, quelqu'un qui candidate, un prospect qui candidate ou un candidat qui candidate à cette formation à partir d'un diplôme de niveau Bac plus 3 ou un Bac plus 3. Donc, j'ai une licence 3 assortie de 3 à 4 années d'expérience professionnelle, voire plus. Je souhaiterais réaliser votre dossier en tenant compte non seulement du niveau que vous avez, donc niveau scolaire, Bac plus 3, mais y prenant en compte les années d'expérience professionnelle que vous avez. Et au regard de tout cela, à l'issue de son analyse, déduira que, compte tenu de vos acquis professionnels, vous êtes en capacité de suivre un cours de niveau Bac plus 5. Donc, voilà ce que c'est que la validation des acquis professionnels. Et pour ce faire, l'aspect expérience professionnelle doit être justifié par tout ce qui pourrait justifier que vous ayez eu à passer un moment en entreprise. Donc, l'aide de recommandation, attestation de travail, et puis voilà. Et donc, voici les deux principaux accès qu'il vous faut pour candidater. Donc, cette question m'emmène à revenir un peu sur le processus de façon générale, si vous me le permettez. Donc, pour candidater à l'EME généraliste, pardon, puisque certains d'entre vous sont arrivés directement sur l'événement, vous vous rendez sur notre site ismparis.bilone.net que M. Daniel Zibi va se faire un plaisir de nous écrire à tous via le chat. Donc, vous avez le site ismparis.bilone.net. Quand vous êtes sur le site, vous cliquez sur l'EME généraliste et vous vous retrouvez sur la page du diplôme. Cliquez juste après sur s'inscrire et vous pourrez faire le processus. Il va vous être demandé de renseigner une première page sur laquelle vous avez des champs tels que le nom, le prénom, une adresse mail pour proposer un mot de passe. Et quand tout ça c'est fait, dès que vous validez donc les informations renseignées, vous recevez automatiquement, mais c'est vraiment automatiquement par mail,
votre identifiant et le mot de passe que vous avez vous-même proposé. Dans ce même mail-là, vous avez un lien qui vous permet d'activer votre compte et de vous retrouver dans votre espace auditeur. Donc, quand vous cliquez sur le lien Activer mon compte, ce qui est très important, il faut activer son compte pour pouvoir avoir accès à son espace candidat. Et via cet espace, vous pourrez aller remplir votre dossier, faire le test d'admission et tout. Donc, j'en profite pour dire que pour remplir le dossier, vous devez prévoir une photo d'identité. Vous avez la photo d'identité à prévoir, votre extrait d'acte de naissance, votre CMI et puis le diplôme, vos diplômes, mais en particulier celui à partir duquel vous candidatez. S'il arrive qu'il y a l'un des documents qui, par exemple, dans l'immédiat, vous le possédez, vous l'avez, mais peut-être pour faute de voyage, de déplacement, vous ne l'avez pas à proximité, il n'y a pas de problème, vous nous contactez, on vous propose des solutions pour pouvoir candidater et puis faire le nécessaire. Donc voilà, j'ai voulu revenir un peu sur le processus pour que chacun d'entre vous puisse avoir une idée de comment ça se passe pour s'inscrire. Et après l'étape du dossier, vous avez l'étape du test d'admission. Il s'agit d'un petit test qui se fait en 40 minutes maximum. Certains le font avec un temps beaucoup plus court que ça. Ne vous inquiétez pas, c'est un test qui permet de se faire une idée sur certains de vos acquis. L'analyse de dossier porte sur l'ensemble de toutes les informations que vous nous aurez fournies. Et une fois que vous avez passé le test, c'est bon, vous avez fini votre partie. Le jury va regarder votre dossier, l'analyser et vous revenir à son tour. Donc, voici comment on candidate pour ces formations. Alors, je vois quelqu'un m'écrit, on ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez, Daniel? Allô, Daniel? Docteur, on vous entend, mais faiblement en fait. D'accord, donc je revois. Peut-être Là, c'est faudrait-il mieux. regarder. Oui, là c'est mieux, mais vous pourrez regarder aussi dans les paramètres au niveau de l'audio pour pouvoir augmenter le son de votre micro ou alors vous approchez le micro de votre bouche simplement. Oui, c'est ça, c'est ce que je fais. Je regarde les paramètres pour essayer Mais là, en d'augmenter. tout cas, on entend bien. D'accord, ok. Alors, donc, comme je le disais, pour candidater, c'est un processus très simple. Il faut se rendre sur notre site et vous pourrez candidater sans aucun problème. Et d'ailleurs, nous sommes au quotidien avec vous. Nous sommes continuellement l'équipe de CAF à votre disposition. Pour vous accompagner tout au long du processus, à tout moment, vous rencontrez un petit problème, vous avez une petite hésitation, vous avez une préoccupation, quelle qu'elle soit, vous nous contactez, aussi bien nous, l'équipe d'Abidjan, que nos assistants locaux qui sont dans les différents pays, donc Monsieur Guy Tillon au Cameroun, Monsieur Évariste à Ouaga et même Teddy aussi, Monsieur Nabana Teddy en Centrafrique. Vous nous contactez tout de suite, on vous assistera. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc voilà pour ce qui est de comment accéder à la formation. Et s'il vous faut plus d'informations, nous restons toujours à votre disposition, même à la fin de cette présentation. Alors, d'autres questions? Je sais qu'avec cette question, j'ai essayé de faire le tour. Comme le professeur vous l'expliquait tout à l'heure, sur les aspects pratiques de la formation, il y a effectivement le séminaire de regroupement qui vous permet, qui est le moment où nous travaillons vraiment l'acquisition du savoir-faire. C'est vraiment le moment où nous travaillons sur l'acquisition du savoir-faire. Donc, je tenais à insister là-dessus pour rassurer la personne qui avait posé cette question. Daniel, est-ce qu'à ton niveau, tu as des questions nouvelles? Alors, il y avait une question sur la reconnaissance du diplôme. Ce diplôme ne souffre d'aucune reconnaissance. C'est un diplôme d'établissement public français. Donc, c'est un diplôme qui est délivré par l'État même français. Donc, il n'y a vraiment pas de problème de reconnaissance à ce niveau. Voilà. Donc, si la question est un peu plus spécifique, vous pouvez mieux préciser, mais à ce niveau, il n'y a vraiment aucun problème.
Alors, docteur, on a eu une question au sujet de savoir si ISM Paris est une université publique ou privée. C'est ça. Monsieur Brissot a répondu déjà à cette question. C'est une école publique, c'est une école d'État. Et là, tout de suite, avec la réponse que je venais de donner, j'insistais encore. C'est une école publique. Donc, c'est vraiment l'État français qui délivre ce diplôme. Alors, quel est le taux de réussite de la première promotion? La première promotion est au niveau du projet, donc elle n'a pas encore fini. Je peux vous assurer que ça se passe bien en général. Mais comme M. Brissot l'a dit, ce n'est pas une formation dans laquelle nous sommes portés vers... on ne veut pas faire échouer les personnes, pas du tout. On ne veut pas que les auditeurs échouent. Mais en même temps, ce n'est pas une formation dans laquelle nous sommes portés sur des chiffres intéressants dans le sens de donner le diplôme pour donner, pas du tout. Sont diplômés que ceux qui le méritent. Au départ, vous avez un petit temps d'adaptation quant au système pédagogique et puis après, les choses prennent leur cours tout seul, pardon. Donc, ne vous inquiétez pas. Il vous suffit juste de vraiment vous mettre dans les conditions, de dégager le temps qu'il faut pour vous organiser, pour travailler sur ce diplôme. Ne remettez pas à demain ce que vous avez la possibilité de faire aujourd'hui. Dès que vous serez dans la formation, dès que la formation commence, il faut la suivre de façon assidue, donc s'organiser par rapport à ses charges professionnelles et il n'y a pas de raison pour que les choses ne se passent pas bien. Alors, je n'ai pas de questions nouvelles. Alors, j'ai une question sur les inscriptions. Est-ce que les inscriptions se font chaque année ou à deux sessions? Nous avons une inscription sur nos différentes formations, donc sur celle-là aussi chaque 6 mois. Alors, donc la prochaine rentrée, comme on l'a indiqué, est prévue pour le 7 octobre prochain. Il faut maintenant faire le nécessaire, c'est-à-dire entamer le processus de candidature. Il faut candidater maintenant en vous rendant sur le site ismparis.bilon.net. Vous allez sur le site que Daniel nous a écrit là. Vous candidatez, vous faites le processus. Et sur le site, vous avez nos différents contacts. Dès que vous avez le moindre problème, vous pouvez nous faire signe. Alors, j'ai une question sur est-ce qu'on a un représentant au Togo? Au Togo, pour le moment, au Togo, nous avons une salle, mais l'ouverture des salles pour chaque programme, pour chaque promotion, est fonction des effectifs que nous avons dans les différentes villes. Donc, nous avons des partenaires, mais l'ouverture des salles est conditionnée par les différents effectifs que nous aurons dans les différentes villes. N'empêche que tous les auditeurs sont suivis, peu importe où ils sont, même ceux qui sont dans des zones, dans des villes où nous n'avons pas de centre de séminaire, où nous n'avons pas forcément de centre de séminaire, nous les suivons tous au même titre. Et cela ne change rien en termes de méthode de travail ou ne change rien pour l'auditeur. Tout se passe absolument très bien. Alors, j'ai plus de questions nouvelles. Est-ce que nous avons d'autres questions? Je pourrais peut-être, euh, voilà, comment se déroulent les cours? J'allais en venir, c'est ce que je voulais dire. Pour ce qui est des cours, vous les avez à disposition sur une plateforme pédagogique, donc qui vous permet d'accéder à vos cours à tout moment selon votre disponibilité. Donc, à tout moment, selon votre disponibilité, vous pouvez accéder aux cours via la plateforme pédagogique. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas des cours en ligne où vous allez vous retrouver seul sur la plateforme. Sur cette plateforme, il y a avec vous toute votre promotion, mais aussi les enseignants. Donc, chaque fois que vous avez une préoccupation face à un aspect du cours que vous ne comprenez pas, vous pouvez, via le chat sur cette plateforme,
solliciter l'enseignant ou les enseignants concernés par le module. Il y a aussi vos amis de promotion qui y sont, qui interagissent avec vous. Donc, pour ce qui est des cours, on vous met en autonomie, vous avez la plateforme pédagogique, vous avez vos cours à disposition quand vous voulez et dès que vous voulez. Et c'est après cette période où vous avez les cours et les tests en ligne. En même temps que vous apprenez les cours, vous avez les tests en ligne qui vous permettent de tester votre niveau d'assimilation des cours. Donc, vous étudiez les cours, vous avez des tests aussi que vous avez à faire. On en a parlé pendant sa présentation. Il faut faire 100% des tests, c'est ce que nous vous recommandons parce que pour nous, il n'y a pas de demi-mesure. Il faut que vous soyez les meilleurs au sorti de cette formation. Donc, vous étudiez vos cours, vous avez les tests en ligne, vous les faites et puis en fin de période, on vous programme le séminaire de regroupement qui permet de travailler vraiment votre savoir-faire, de mettre l'accent sur l'acquisition du savoir-faire. Donc, pour cette question qui me demandait s'il y avait des horaires particuliers, il n'y a pas d'horaire. Vous avez un planning prévisionnel qu'on vous remet en début de formation. C'est un planning prévisionnel, mais il change très peu. Nous donnons tout le programme de l'année pour vous permettre de vous préparer et d'anticiper certaines choses par rapport à vos charges professionnelles et personnelles et tout. Et donc, à tout moment, vous vous rendez sur la plateforme dès que vous êtes disponible. L'aspect présentiel sur lequel porte cette question, oui, nous avons les séminaires de regroupement avant le Covid se faisaient en présentiel, donc dans nos salles de regroupement pour les sites où nous ouvrons des salles. Donc, les regroupements se faisaient dans des salles à Abidjan, à Ouaga, Yaoundé, Douala et tout. Mais comme je l'ai dit, l'ouverture des salles est conditionnée déjà par les effectifs. Mais depuis cette crise sanitaire avec le Covid, nous sommes pour le moment tous passés en visio. Tous nos séminaires se font en visio, comme cette présentation de ce soir. N'eût été le Covid, on serait dans des salles pour les différents pays. Donc, jusqu'à ce qu'on n'ait plus cette contrainte de Covid, on pourra prendre des dispositions et retourner à nos habitudes. Mais pour l'heure, compte tenu de la crise sanitaire, nous restons tous en visio. Sinon, la partie séminaire se fait en regroupement en présentiel dans les salles. Voilà. Mais ceux qui sont dans des zones où nous n'avons pas de salle travaillent aussi en groupe, ça ne change rien. Autant ceux qui sont dans les salles travaillent en groupe, ceux qui sont à distance travaillent en groupe. Pour l'heure, avec le Covid, tous les auditeurs de tous les programmes travaillent en groupe, quand bien même chacun travaille depuis chez lui. Alors, je n'ai plus d'autres questions. J'ai une question sur l'Algérie. Est-ce qu'il y a un représentant en Algérie? Alors, ça me ramène à revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Pour ce qui est des partenaires, nous n'avons pas de problème, mais vraiment la mise à disposition de nos salles par ville ou par région est vraiment en fonction des effectifs. Et au thème du recrutement, c'est au thème du recrutement que nous allons arrêter les différents effectifs et en fonction procéder, faire le point sur les salles qui ouvrent et en ce moment, nous pourrons vous répondre. Mais encore une fois, je tiens à vous rassurer, même si dans votre région, dans votre ville, nous n'avons pas ouvert de salle, soyez vraiment sans crainte. Ça ne perturbe en rien votre formation, ça ne gêne en rien le processus pour vous. Vous allez travailler comme tous les autres, vous allez avoir accès à la plateforme pédagogique. Au moment des séminaires de regroupement, vous allez travailler vous aussi avec un groupe d'auditeurs. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Nous en avons l'habitude et ça ne gêne pas, ça se passe très bien. Donc, je tiens vraiment à vous rassurer sur le fait que même s'il n'y a pas de salle ouverte dans une localité, cela ne doit pas être une source d'inquiétude pour vous. Nous n'avons plus d'autres questions pour l'heure. Est-ce que nous avons des questions nouvelles?
Bénédicte, Daniel, à votre niveau, est-ce que vous avez des questions? J'ai fait le tour de tout. Bon, à mon niveau, il n'y a pas de question. D'accord, parfait. Pas de questions de mon côté non plus. D'accord. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que les propos qui ont été tenus par nos différents intervenants, c'est-à-dire M. Brissot et le professeur Chollet, ne sont pas des propos en l'air. Vous avez l'opportunité d'avoir accès à une formation de qualité. C'est une opportunité qu'il faut saisir. C'est vraiment des formations d'excellence qui vont faire de vous une personne qui sera capable dans son environnement d'apporter de véritables solutions aux problématiques que rencontre son entreprise. Le master généraliste est un super beau master dans le sens où il vous apprend à avoir une ligne de conduite, c'est-à-dire vous donne des méthodes pour réagir face à des problèmes complexes. Et ces méthodes, chacun d'entre vous pourra les appliquer dans son domaine spécifique. Donc, c'est vraiment une grande opportunité, une grande chance. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de saisir cette opportunité, de candidater pour ce diplôme, d'y souscrire et vous-même, vous verrez ce que vous gagnerez en retour. Franchement, ça fera la différence. Et donc, je vous remercie tous, autant que vous êtes, d'avoir assisté à cette présentation. Et j'insiste encore en disant que nous restons à votre disposition. Avec l'équipe de CAF, nous vous demandons de vous rendre sur le site d'ISM Paris pour commencer le processus de candidature. Et nous restons disponibles pour vous assister, même si cette présentation finit ce soir. Le lien n'est pas rompu entre nous, pas du tout. Nous restons à votre disposition pour répondre aux préoccupations que vous pourrez avoir demain ou, pour tout ce que vous pourrez avoir comme besoin en termes d'assistance pendant le processus de recrutement. Voilà. Donc, nous restons vraiment, vraiment à votre disposition. J'ai une dernière question qui vient d'arriver. Je sais que si cela a été déjà abordé, quels sont les frais et les modes de paiement? Alors, c'est une question intéressante. Pour la question des frais de scolarité, la scolarité fait 2000, la scolarité fait 2000, fait 1 800 000, ce qui fait 2475 euros. Donc, ce que je voulais vous dire, pour ce qui est des modalités de paiement de la scolarité, on vous en propose différentes. Vous avez la possibilité de solder la scolarité avant le début des cours. Donc, c'est la première option. Vous avez cette possibilité-là de solder la scolarité avant le début des cours. Et au-delà d'elle, vous avez la possibilité d'opter pour un paiement en 2 temps, c'est-à-dire dès votre admission, vous payez un acompte de 200 000 francs. Vous payez un acompte de 200 000 francs et avant, au plus tard, la veille du début des cours, vous payez 700 000 et plus tard, donc 2 mois plus tard, 60 jours plus tard, vous avez la possibilité de payer les 900 000 restants. Par rapport à ces dispositions générales qui interviennent dans le cadre normal, nous avons pris des dispositions particulières qui, elles, ont trait à la période Covid. Donc, je disais, pour ce qui est des 2745 euros, montant de la scolarité, nous avons pris des dispositions particulières. On a tenu compte de la crise sanitaire avec le Covid-19 pour décaler quelque peu les, les échéances de paiement. Donc, le premier paiement doit intervenir au grand plus tard pour les personnes qui, qui s'inscriront dans cette dynamique de Covid-là au grand plus tard le 1er décembre, comme c'est indiqué sur notre site. Voilà. Donc, nous pourrons répondre plus particulièrement en vous apportant plus d'éclaircies sur ces modalités de paiement quand vous le souhaiterez. Voilà. Donc, le coût total de la scolarité, pour revenir l'estimer en euros, fait 2745 euros. Et l'acompte d'inscription, de préinscription, fait 305 euros et vous soldez au plus tard, avant le début des cours, les 2440 euros restants. Ça, c'est pour ceux qui veulent solder la scolarité avant le début des cours.
Maintenant, pour ceux qui souhaitent payer en 2 temps, c'est-à-dire dès votre admission, vous payez les 305 euros. Au plus tard, la veille du début des cours, vous payez 1068 euros. Et puis, 60 jours plus tard, vous payez les 1372 euros restants. Voilà, donc voici les modalités de paiement que nous vous proposons. Après, si vous avez des situations particulières, nous pourrons en discuter. Vous nous soumettez au cas par cas vos situations et on pourra en discuter. Voilà. Je pense ne plus avoir de questions. Donc, je reviens en disant que vraiment, je vous remercie pour d'avoir répondu d'avoir répondu présent à cette réunion de présentation. Nous restons à votre disposition. Je vous souhaite de commencer le processus dès ce soir même. Nous restons disponibles, aussi bien par mail que par téléphone, WhatsApp et tout. Nous restons disponibles et nous serons heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Merci à tous pour votre patience et votre présence. Merci. Très bien, merci docteur. Bien, le merci à tous et à toutes. Alors, si vous avez quelques questions ou si vous souhaitez savoir autre chose qui vous a certainement échappé durant cette réunion de présentation, vous avez toujours l'adresse ismparis@bellerne.net. Vous avez aussi les contacts de M. Adjaï Michael et vous pourrez donc communiquer avec eux ou alors nous envoyer des mails simplement et nous vous répondrons. Donc, d'ici là, nous vous souhaitons de passer une bonne soirée et surtout prenez soin de vous. Au revoir.